Bonsoir, vous êtes en compagnie de Serge Carrivin pour l'émission Libre Expression, émission dans laquelle je reçois partis politiques, syndicats, associations et toutes les personnes qui veulent bien s'exprimer librement sur les 100.7 de Radio Asso. Ce soir, mon invité, c'est une dame. Son nom, Sabrina Saint-Ange. Sabrina Saint-Ange, bienvenue dans le studio de Radio Association. Merci. Alors, si vous êtes dans le studio, c'est pour nous parler un peu de voyance et de bien autre chose. Alors avant, je vais quand même vous présenter aux auditeurs, auditrices de Radio Asso, dont vous avez exercé votre profession dans des cabinets parisiens et étrangers. Ça fait une dizaine d'années que vous exercez et que vous êtes voyante professionnelle. Oui. Vous êtes reconnue comme l'une des 10 meilleures voyantes en Belgique. Vous faites partie de l'INAD, Institut des Arts Divinatoires. Vous êtes contributrice à l'IMI, Institut International de la Métaphysique, Psychique, pardon. Oui. Vous êtes également blogueuse et auteure et vous faites des conférences sur le paranormal. Et vous avez encore 1000 projets comme le coaching de vie, le feng shui. Voilà, donc vous allez nous en dire un peu plus sur tous ces arts divinatoires. Alors la voyance professionnelle, vous êtes depuis quand voyante ? Alors, je suis voyante depuis, professionnelle, c'est-à-dire vivre donc de l'art divinatoire qu'est la voyance depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que j'exerce essentiellement donc en cabinet. Donc il faut savoir que nous sommes à peu près 100 000 professionnels en France et que la voyance est un sujet qui passionne. On n'arrive absolument pas à le centrer sur une base scientifique. Il y a les uns qui la décrient, qui la méprisent, et puis il y en a d'autres qui sont totalement pour. Enfin, vous voyez, c'est un sujet qui rend un petit peu fou, un sujet complètement passionnel. Alors, comment devient-on voyant ou voyante ? Par hasard, je dirais, vraiment par hasard. J'ai discuté avec mes consoeurs et mes confrères, ou lorsque j'ai pu lire la vie de voyants célèbres, je remarque que ce sont les parcours de vie difficiles qui peuvent amener à la voyance, comme si le canal du langage n'était pas suffisant. Et que pour survivre, quelque part, on avait développé ce 6e sens, certains disent même 7e sens. Alors, je n'ai pas une conception élitiste de la voyance. Je considère, donc ma pratique m'amène à penser que tout le monde peut développer des facultés de voyance. Si c'est un don ou comment ? Les premiers temps, je pensais que c'était un don. Maintenant, après avoir côtoyé des scientifiques, participé à l'IMI, c'est-à-dire l'Institut métapsychique européen, qui est basé quand même en France. Qu'est-ce qu'ils font dans cet institut-là ? Ils étudient tout ce qui est paranormal, c'est-à-dire la voyance, la précognition, la médiumnité, l'influence de la psyché sur la matière. Vous voyez, donc ce sont. On peut en rentrer un peu plus en détail dans ces mots que vous venez de prononcer pour les gens qui ne sont pas des spécialistes. Alors, donc, je dirais la précognition. La précognition, c'est voir sans ces 5 sens, pouvoir voir, donc ce qui
a existé avant. Vous avez aussi la télépathie qui est voir, deviner ce que les autres peuvent penser. Vous avez la récognition qui est voir également le passé, et la précognition, pardon, je me suis trompée, c'est voir ce qui va arriver dans l'avenir. Alors vous avez ce terme, ces trois termes. On peut dire qu'il y a de la voyance. Après, il y a un autre débat. Et là, au cours de cet institut, les scientifiques arrivent à déterminer ou comment ? Alors, les scientifiques, je dirais, étudient qu'est-ce qui se passe. Alors d'abord, si ça existe, c'est-à-dire si le fait de prévoir telle ou telle chose peut arriver avec des protocoles très 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 serrés. Il y a des expériences très célèbres qui sont pouvoir lire dans des enveloppes opaques, c'est-à-dire on met le sujet dans un endroit complètement fermé. Il n'a aucune visibilité, il n'y a aucun son, et puis il doit deviner ce qu'il y a dans une enveloppe fermée, dans une autre pièce. Et il dessine ce qu'il y a, où il s'exprime. Et on s'aperçoit que ceux qui ont développé des facultés psychiques décrivent de manière assez troublante ce qu'il y a dans les enveloppes. Alors il y a des protocoles extrêmement serrés. Il y a d'autres expériences qui sont faites avec des scanners, savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un voyant lorsqu'il voit. Et on s'aperçoit maintenant que c'est un état de relaxation très très profond et que toutes les fenêtres du cerveau se mettent à bouger en quelque sorte en même temps, ce qui est extrêmement perturbant. Vous voyez, ce sont des expériences avec des scientifiques et des protocoles très très très. Et vous avez suivi tous ces protocoles ? Alors, quand j'étais, je dirais, encore en fonction, puisque j'ai eu une vie avant la voyance, une vie professionnelle, j'ai participé à certaines expériences concernant la lecture des enveloppes opaques. Et c'est assez étonnant. On arrive à décrire des lieux, ce qu'il y a dans des enveloppes. Ou on peut aussi, je dirais, décrire des endroits où certaines personnes doivent se trouver. Enfin bon, vous voyez, ce sont des expériences faites, encore une fois, par des scientifiques. On appelle cela des parapsychologues. Voilà. Alors, la voyance, vous l'avez expliqué, il y a plusieurs formes de voyance. Parce qu'il y a la voyance à travers les cartes, à travers le marc de café, à travers tout un tas d'objets, la boule de cristal, vous m'arrêtez si je me trompe, un peu pour vulgariser un peu la voyance, c'est ça ou... Oui, je dirais que c'est un petit peu l'image d'Épinal. Oui. Ce dont vous parlez, ce sont les supports, c'est-à-dire vous avez la personne, le voyant, qui est un voyant pur, qui peut être un voyant pur, c'est-à-dire il n'a besoin d'aucun support pour s'exprimer. Il voit une personne et en voyant cette personne ou même au son de sa voix, il peut arriver à déterminer le passé, le présent et l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est déjà de fixer le passé pour donner confiance à la personne et faire voir qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Donc ça, c'est la voyance pure. Et puis, vous avez des voyants qui ont besoin de supports. Alors, ces supports, ce sont les cartes, ça peut être le tarot, l'oracle de G, ça peut être les mains, ça peut être, je dirais, comme vous disiez, le marc de café ou même les taches d'encre. Beaucoup de cultures ont développé des arts très spécifiques. Il y a aussi la chiromancie. Enfin, ce sont que des supports qui peuvent aider, si vous voulez, l'expression de ce sixième, j'appelle cela donc de cette faculté psychique qu'est ce sixième sens. D'accord. Oui. Et on peut dater depuis quand dater la voyance? La nuit des temps. Je pense que toutes les cultures, sous toutes les latitudes, a fait appel à des chamans, à des prêtres voyants, je dirais, donc chez les Grecs, chez les Romains. Enfin bon, on a toutes les cultures. Et puis maintenant, en Occident, on a complètement, je dirais, enlevé cette dimension depuis, on va dire, donc notre
le développement des sciences, alors que dans certains pays, eh bien, c'est tout à fait normal. Au Tibet, le Dalai Lama, par exemple, a un oracle, et il y a des anecdotes très particulières concernant le Dalai Lama, mais c'est tout à fait normal, voyez-vous. Parce que je me souviens, dans les années 70, vous m'arrêtez aussi si je me trompe, la CIA aussi s'était intéressée donc justement, est-ce qu'on peut appeler comme science? Alors, vous avez donc ceux qui considèrent que la voyance et tout ce qui est paranormal, tous les phénomènes dits psychiques sont dignes d'intérêt et peuvent faire l'objet d'études, bien que ce n'est pas facile ce n'est pas reproductible, alors que toute expérience scientifique doit pouvoir, dans les mêmes conditions, être reproduite. Le sixième sens n'est pas quelque chose de domptable, entre guillemets. Et puis, vous avez donc, ce sont les parapsychologues, donc qui étudient cela. Ce sont des scientifiques de base qui étudient ces phénomènes. Alors, il y a beaucoup de facultés à l'étranger, qui sont subventionnées. Vous en avez en Angleterre, vous en avez aux États-Unis, mais bizarrement, en France, il n'y a rien. Oui, j'en reviens à la CIA, donc voilà. Ils avaient engagé des millions de dollars, il me semble, justement pour développer un programme sur les voyants. Alors, et ils avaient fait appel, je pense, en voyant, si c'est exact. Oui, c'est tout à fait vrai. Ouais. Donc il y a eu des programmes très secrets concernant cela. On commence à pouvoir accéder à certaines données. Il y a eu des expériences qui ont été faites avec les dauphins. Il y a eu des dauphins qui avaient été dressés, etc. Donc ça reste encore largement secret. Et puis, je dirais, il y a toute une image autour de cela. Mais il est vrai que même encore maintenant, la police fait appel à des voyants dans certains cas d'enlèvement. Oui, on le voit bien dans les enlèvements, dans les pertes de gens. Donc, il faut appel justement à des voyants, des médiums. Est-ce que le voyant et le médium, c'est exactement pareil? Quelles sont les différences entre un voyant et un médium? Alors, il y a un vaste débat concernant le médium et le voyant. Alors, le voyant, c'est celui qui voit. Donc, c'est simple, voir le passé, le présent ou l'avenir. Et le médium, se dit, lui, en lien avec des entités qui peuvent être des entités. On va parler d'entités. Ils seraient en lien, et ce seraient ces entités qui leur dicteraient donc leurs actes. Enfin, après, c'est une question de croyance. Mais médium et voyant ont des facultés, pour moi, donc psychiques, qui peuvent, je dirais, voir au-delà, en dehors de nos facultés, en dehors de nos cinq sens. Mais parce que quand on parle de médium, on a plutôt tendance à dire les médiums, ceux qui parlent avec l'au-delà, c'est ça? C'est absolument ça. Donc il y a toute une tradition de médium spirit. On avait au 19e siècle donc ceux qui faisaient tourner les tables. Enfin, ça reste encore assez anecdotique. Je dirais que on a des tas de films, de séries là-dessus. Donc ça prête encore à sourire, alors que il faudrait donner à nouveau ces lettres de noblesse à la voyance. Et vous aussi, vous êtes médium ou pas? Alors, si vous voulez, dans la mesure où j'aborde la voyance de manière scientifique en disant que ce n'est pas un don, mais que c'est une faculté qu'on peut développer et que tout le monde a, je ne dis pas que je suis en lien avec des anges ou des esprits. Donc après, c'est une question de croyance. En revanche, je pense que nous sommes tous liés. La voyance m'a donné une vision autre du monde. Je pense qu'il y a, je vais employer un mot particulier qui n'existe pas dans le dictionnaire. Je pense qu'il y a une reliance entre le monde vivant, entre tous les êtres vivants. Il y a une reliance. On est véritablement liés les uns les autres. Parce que donc, la connaissance que j'ai de la voyance, il y a quand même deux conceptions qui s'affrontent là, non? Donc il y a celle qui est écrite d'avance et l'autre que rien n'est déterminé.
Ah oui, donc là c'est encore un autre débat, c'est-à-dire est-ce que tout est gravé dans le marbre en fait? Est-ce que je dirais que quand on dit quelque chose, eh bien quelle que soit l'attitude de la personne, on arrivera au même résultat. Alors là, c'est un débat qui divise bon nombre de voyants. Alors pour ma part, parce que je ne peux pas parler pour mes consoeurs et mes confrères, et mon expérience m'a amené à vérifier en quelque sorte de par ma clientèle que certaines choses sont prédéterminées. Oui, dans chaque individu a vraiment sa vie tracée. C'est ce que vous voulez dire? Oui, il y a des choses, les grandes choses qui sont prédéterminées. Alors après, on pourra dire est-ce que c'est le karma, etc. Donc après, c'est une question de croyance et on y met ce que l'on veut. Elles sont prédéterminées et on garde, heureusement, je dirais, pour tous les actes, pour de la vie courante, notre libre arbitre, c'est-à-dire une partie quand même de liberté. Alors, on va dire, mais à quoi ça sert la voyance? Eh bien justement, la voyance sert à gagner du temps quelquefois. C'est entre deux points, on peut y aller de manière droite ou on peut y aller en zigzag. Je dirais que la voyance peut servir de mappy en quelque sorte, ou Google Maps. Vous voyez, donc il y a cette conception du libre arbitre ou du tout prédéterminé. Après, c'est des questions, je dirais, philosophiques ou éthiques. Oui, d'accord. Donc, comment ça se passe, vous, quand vous recevez des gens? Parce que vous faites dans des cabinets, vous avez dit, hein? Oui. Donc, les gens viennent vous voir. Oui. Il y a une ambiance. Comment vous pouvez décrire comment ça se passe? Alors, ici, vous voulez, donc, au niveau je fais de la voyance de deux manières. Alors, soit en cabinet, soit par téléphone. Oui. Bien sûr, maintenant, il faut se mettre à l'ère du temps. On peut avoir aussi Skype, qui est tout à fait intéressant. Oui, vous voyez les gens face à face, hein? Oui. C'est ça. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont timides et qui osent téléphoner et avoir des consultations par téléphone, mais qui ne veulent pas se montrer. Donc, il faut le respecter. Donc, je fais deux sortes de voyances. Enfin, c'est la même voyance, mais deux styles. Je reçois, soit en face à face, ou soit, si vous voulez, par téléphone. Alors par téléphone, c'est exactement, je dirais, c'est même encore mieux. Pourquoi? Parce que je résonne, puisque je suis voyante auditive, je résonne au son, à l'énergie de la voix de la personne. Et je dirais que je ne suis pas influencée par sa mise, voyez, je ne suis pas influencée par tout ce que j'appellerais de sociétal. Alors, une consultation de voyance, c'est quelque chose de tout simple. Donc, les gens viennent, il y a des particuliers, il y a des chefs d'entreprise, il y a tout un monde de l'entreprise. Oui, qui François Mitterrand consultait beaucoup de voyants. Hein. Je dirais que les politiciens, beaucoup de politiciens, donc des personnalités ont leurs voyants. Je pense qu'il y avait aussi Jacques Chirac. Enfin bref, ils ont tous eu leur voyant. Beaucoup de personnes consultent donc les voyants. Et comme c'est quelque chose qui est encore fortement décrié, qui n'a pas encore ses lettres de noblesse, eh bien on vient les consulter pratiquement en se cachant. Il y a tout un petit folklore, si vous voulez. Oui, donc par téléphone, c'est beaucoup plus secret, discret, anonyme, quoi. Absolument. Donc les personnes n'étant pas obligées de nous donner même leur nom, leur prénom. Bon, après ils payent par carte bleue, mais enfin ça c'est autre chose. Oui. Donc il y a deux possibilités. Enfin, je fais deux choses, soit une voyance en cabinet, soit une voyance par téléphone, qui pour moi est tout à fait identique. Et alors, qu'est-ce que c'est qui vous donne cette assurance que vous voyez bien et ce que vous voyez n'est pas une illusion? Eh bien, écoutez, les premiers temps, parce que je suis venue en voyance par hasard, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, puisque c'est une amie qui m'a poussée à faire de la voyance. Je n'étais pas fière, donc j'ai commencé et quand j'ai reçu ma première personne, j'ai eu des sensations, des flashs, on appelle ça. J'aime pas trop ce mot, mais des sensations de chaud, de froid. J'ai commencé à lui décrire son passé.
pour la mettre en confiance. Et puis, ce qui a été très étonnant, c'est que elle me disait oui. Donc je me dis, mais bon, tu ne racontes pas des bêtises. Alors la première consultation comme ça, et puis ensuite après, elle m'a retéléphoné quelques mois plus tard en me disant, mais écoutez, ce que vous m'avez dit, mais c'est complètement arrivé. C'est pas arrivé dans le délai que vous m'avez dit, mais c'est arrivé. Je dirais que on sait si on est sur la bonne voie par le retour que nous font les consultants. Ce n'est pas autre chose. Oui. Et au niveau aussi parce qu'il y a quand même une certaine responsabilité. Donc, c'est un peu, vous êtes la diseuse d'avenir, non? Ou pas? Alors je me suis posé cette question, est-ce que j'avais une responsabilité dans ce que je pouvais dire? Bien sûr. Je dirais que oui, enfin une responsabilité particulière. C'est-à-dire quand on a de l'empathie, parce que pour moi, un voyant doit avoir de la spiritualité. Certains disent non, un voyant n'a pas besoin de spiritualité. Si, il faut pour moi, pour exercer ce métier en toute éthique et honnêteté, puisqu'on est avec de l'humain, il faut avoir de l'éthique et de l'empathie. Donc je dirais, quand vous voyez des choses négatives, parce que bon, on en voit des choses négatives hein, quand on voit des accidents, des choses comme ça. Bon, il y a la manière de l'aborder. Est-ce on peut le dire, pas le dire? Vous voyez, mon rôle, c'est de voir, mais aussi de capter chez l'autre ce qu'il est capable d'entendre ou pas. On ne peut pas, je dirais, surtout dans la voyance par téléphone, laisser quelquefois des gens qui sont dans le désarroi, leur annoncer encore des choses plus horribles et puis les laisser comme ça. Il n'est pas question de raconter n'importe quoi et de raconter un univers de bisounours, c'est pas du tout ça. C'est d'amener, de donner sa vision tout en ne les laissant pas dans le désarroi. Il y a quand même un rôle pas de support, mais un rôle, j'allais dire, d'accompagnement. C'est pas de coaching, attention, hein, c'est d'accompagnement. On dit les choses, mais il faut savoir à qui on les dit et comment on les dit. Et ça, c'est très important. Et c'est ce côté d'empathie qui est là et qui me permet maintenant, et puis il y a la voyance, de capter si la personne est capable ou non d'entendre. D'accord. Et est-ce qu'il y a des heures particulières de la journée justement pour faire de la voyance Non. Alors non, pas pour moi. Simplement, faire de la voyance est fatigant, donc on ne peut pas enchaîner de la voyance non-stop. Et puis, je dirais que on ne peut pas non plus faire de la voyance à heure fixe. C'est pas quelque chose qui est domptable. Cette faculté psychique. Donc, je sais que quand je commence une voyance en cabinet ou par téléphone dans mon cabinet, je commence par ouvrir le canal de médiumnité en regardant le passé. Et si je ne capte rien, ça arrive, nous arrêtons. Oui. Voilà, donc ça c'est un garde-fou, parce que quelquefois ça ne marche pas, on ne voit rien. Et si on ne voit rien, il faut arrêter. D'accord. Vous avez l'honnêteté de dire aux gens stop. Oui, stop, je ne vois pas. Je ne vois ça pas. vous est arrivé plusieurs fois ou? Oui, parce que, enfin, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, il faut que les gens qui viennent vers moi aient une certaine ouverture. S'ils sont dans la réticence, s'ils sont, je dirais, dans la suspicion, ça coupe mon canal de voyance. Il faut qu'il y ait une ouverture. Il faut surtout pas qu'ils soient dans l'agressivité, parce que l'agressivité, pour moi, c'est quelque chose qui me bloque et qui bloque mes énergies. Ouais. Et ça m'est arrivé. Il y a des gens qui sont agressifs au téléphone? Absolument, ah bon? Parce que, je dirais, ils ont surconsulté, parce qu'il y avait un mal-être, ils étaient dans l'urgence, on leur racontait un petit peu tout et n'importe quoi, et puis ils arrivent vers moi, en payant bien sûr, et ils se disent encore un qui peut-être va me raconter des sornettes, et qui va me raconter un monde merveilleux plein d'étoiles. Donc j'en ai qui sont extrêmement, pas agressifs, mais qui sont sur leur réserve, très fermé. Alors quelquefois j'arrive à percer, mais si je n'arrive pas, je le dis et on arrête. D'accord.
Il y a un autre point aussi que je vais évoquer que vous faites, c'est la numérologie. Oui. Dans la numérologie, c'est des cycles de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est la numérologie ? La numérologie, donc, c'est absolument pas donc de la voyance. Donc, on n'arrive pas avec de la numérologie à déterminer l'avenir des personnes. Simplement, la numérologie, et notamment, je fais avec la méthode Maya. C'est-à-dire ? C'est une méthode qui a été développée récemment par des chercheurs. Et avec cette méthode, c'est une méthode, qui permet de mieux se connaître et de déterminer ces grands cycles de vie. On peut expliquer ce que sont les cycles de vie, c'est selon l'âge, c'est ça, hein ? C'est en fonction de l'âge, en fonction de l'année, en fonction, on peut faire des thèmes numérologiques, enfin, si vous voulez, donc, la numérologie qui est basée sur la date de naissance, qui est basée sur son prénom, son nom, le nom de jeune fille de la maman, enfin bref, il y a tout un protocole, permet de déterminer le caractère des personnes, ses défis de vie, ses défis karmiques. C'est très 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 intéressant, quelquefois, de coupler la voyance avec la numérologie. Vous pouvez nous donner un exemple à travers, par exemple, une date de naissance, n'importe quoi, hein ? Non, je ne peux pas vous en donner parce que c'est très complexe. C'est une étude qui se fait. Je mets pratiquement 2 heures pour faire une étude numérologique en fonction du nom. Oui, je veux dire que par rapport à la date de naissance, donc c'est une addition entre le jour, le mois, l'année qui donne un chiffre, et ce chiffre ensuite on le reporte donc à... Alors, donc vous avez des cycles, vous avez le chemin de vie, vous avez voilà, donc on peut étudier de nombreuses choses avec la numérologie. D'accord. Et ça, il y a une différence entre la voyance et la numérologie. Est-ce que la numérologie dit davantage de vérité que la voyance ou pas ? Alors, la numérologie sert à mieux se connaître, à mieux connaître ses défis, son caractère, son comportement, ce qu'on a amélioré, donc pour être plus en sérénité avec soi-même, alors que et donne les grands cycles, les grands cycles de ce qui peut nous arriver, alors que la voyance c'est un autre domaine, c'est autre chose, c'est beaucoup plus fin. On n'est pas sur le même niveau. D'accord. Alors, venons-en au mot que j'ai prononcé tout à l'heure en préambule en vous présentant, c'est le Feng Shui. C'est quoi exactement le Feng Shui ? Alors le Feng Shui, c'est très complexe. Alors je vais le faire court et simple. Le Feng Shui, c'est la manière de s'entourer, d'étudier, si vous voulez, quelles sont les énergies les plus positives dans son environnement et dans son habitat. C'est-à-dire, en fait, et maintenant vous avez certains médecins, et surtout même en France, mais surtout aux États-Unis, ils sont très très précurseurs, qui agencent leur cabinet en fonction de règles de Feng Shui. C'est-à-dire, en fonction de la manière dont est orientée votre maison, en fonction des meubles que vous avez, en fonction de la disposition des meubles, vous avez une circulation d'une énergie, ce qu'on appelle le chi. Et cette énergie, elle est en harmonie ou pas en harmonie avec votre propre énergie. Et c'est l'harmonie entre votre propre énergie et qu'on calcule bien sûr, et c'est assez complexe, et puis l'énergie dégagée par votre lieu de vie qui fait que vous allez orienter, améliorer votre vie. D'accord. C'est un art, j'appelle ça un art, c'est un art très ancien et qui est oriental. Alors on va faire une petite pause musicale parce que je voudrais régler le micro parce que vous êtes un peu loin. Donc on se retrouve dans quelques instants. Merci.
Voilà, nous reprenons notre cours de l'émission Libre Expression dans laquelle je reçois Sabrina Saint-Ange, donc qui est voyante. Alors, Madame Sabrina Saint-Ange, on a évoqué la voyance, on a évoqué donc la numérologie. Puis il y a autre chose aussi qui vous intéresse, qui vous pratiquez, c'est tout ce qui est relaxation, détente, zénitude. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors c'est un projet que j'ai, c'est-à-dire amener les personnes à devenir en harmonie avec elles-mêmes. Ce projet je l'ai parce que beaucoup de personnes qui me consultent sont malheureuses dans l'urgence et je pense que la voyance m'a amené à avoir une vision un petit peu différente du monde. Je reste persuadée, et c'est assez particulier pour une voyante, que nous restons maîtres de notre avenir, on le construit notre avenir. Et la manière d'aborder le monde et la manière de voir le monde peut avoir, si vous voulez, une incidence sur notre devenir. Je pense qu'on est artisan de notre devenir. Et le fait de rester plus en harmonie, de nous énergiser de manière positive peut faire que on améliore notre positionnement par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Je reste persuadée que avant d'aimer les autres, il faut savoir s'aimer soi-même. Et alors, comment vous organiseriez ça sur des stages ou Alors, je dirais que j'ai plusieurs projets. D'abord des cours de formation pour apprendre aux gens à se relaxer, pratiquer la philosophie Ho'oponopono. On pourra en reparler. C'est quoi ça, la philosophie Ho'oponopono ? C'est une philosophie hawaïenne qui part du principe que tout ce que nous faisons donc à nous-mêmes, nous le faisons aux autres, et tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. D'accord. Ça veut dire en fait, c'est un regard de bienveillance qu'il faut porter. C'est pas qu'il faut que nous devons, qu'il faut porter, sur soi-même et sur les autres, parce que encore une fois, nous sommes tous liés. Et quand on pratique cette philosophie Ho'oponopono, on a un regard différent sur le monde. On arrive à mieux s'aimer, et en s'aimant mieux, en s'acceptant tel que l'on est avec nos faiblesses et nos forces, on accepte mieux les autres. On se rapproche un peu aussi des différents arts japonais ou asiatiques, le ki, etc. Ça ? Je dirais un petit peu, si vous voulez, pour moi, c'est comme une forme de puzzle. J'ai l'impression que on a sectorisé les sciences, on a sectorisé tout ce qui est aussi en dehors des sciences, donc tout ce qui est paranormal. Mais j'ai l'impression que petit à petit, on va vers une unicité. Je crois que on peut toucher à tout parce que tout est lié, et j'en suis intimement persuadée. Oui. Et il y a ce qu'on appelle aussi le souffle vital, à travers, si vous voulez, de différentes techniques. Oui. Ça, vous le pratiquez aussi ou pas ? Alors, je dirais, vous parlez du chi, on en parle dans le Feng Shui. Oui. On en parle dans le Feng Shui. Oui, que ce soit le yin, le yang de chaque individu. Tout à fait. C'est cela qu'il faut étudier pour arriver à une harmonie. Oui, on a tous un souffle vital, bien sûr. L'inspiration et l'expiration, c'est ça. C'est ça. D'accord. Vous pratiquez personnellement, c'est parce que ça, c'est de l'art aussi. Personnellement, si vous voulez, quand on fait de la voyance, on reçoit des énergies des autres, on est hyper sensible. Oui. Je dirais que on développe une sensibilité. Moi, j'ai toujours développé une très grande sensibilité, et on a besoin d'évacuer, je dirais, l'angoisse qu'on peut prendre au niveau des autres. Et on est obligé de pratiquer soit du yoga, soit de la relaxation pour se vider, je dirais, des journées de consultation. Vous avez évoqué Hawaï, mais il y a à travers l'Afrique et d'autres pays qui sont très influencés par ces genres de techniques de relaxation, même involontairement. Tout à fait. Ouais. Je dirais que les Africains, vous avez toute la tradition. Alors, c'est pas de la relaxation, c'est les traditions chamaniques, par exemple. Ce sont des arts divinatoires aussi. Donc le Tao aussi. Sous forme de transe, oui. Ouais.
Ça, c'est pareil. Donc, oui, allez-y. Non, je dirais que le feng shui, tout ce que vous abordez, c'est totalement différent de la voyance. C'est véritablement un autre domaine. Mais c'est lié quand même, non? Parce que quand vous parlez, on vous entend parler, donc vous avez une voix qui est quand même douce, qui amène un élan par rapport aux gens qui vous écoutent. Si vous voulez, il y a quand même une certaine zénitude, quoi, en vous. Non? Oui, j'espère. Oui, oui, une zénitude, si vous voulez. Donc, j'essaie d'être le plus en harmonie avec moi-même, c'est-à-dire d'être en accord avec moi-même dans un monde et avec les autres. Alors, je pense on est des humains et on a tous des moments d'angoisse, d'incertitude, mais la voyance m'a permis d'avoir un autre regard sur les autres et sur moi-même, et aussi de travailler toutes ces techniques. Oui, c'est une véritable renaissance par rapport à la vie que j'avais auparavant. Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi, enfin je ne sais pas si vous pratiquez ça, mais mantra, guérison, est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous abordez à travers la voyance? Absolument, absolument. Je vais vous dire pourquoi. Parce que au cours donc de ma vie, il m'est arrivé, on n'en a pas parlé, ce qui m'avait amené à la voyance, ce sont des douleurs et ce sont des pertes et des décès. Et à un moment donné, j'ai tout perdu, donc il a fallu que je me reconstruise. Et à un moment donné, je me suis dit, mais où tu avances, où tu vas dans le trou, ce n'est pas possible. Et j'ai entendu parler des mantras. Et j'ai écouté. Alors les mantras, ce sont des prières, enfin ce sont des sons. Qui sont pratiqués par les bouddhistes, c'est ça, hein? Absolument, ce sont au Tibet, il y a beaucoup de... Je dirais qu'il y a différentes sortes de mantras. On va parler de certains mantras. D'une manière générale, le mantra fait appel à l'énergie universelle. Ce sont des agencements de sons qui font que les énergies, vous rentrez en relation avec ces énergies et elles vous apportent de la guérison, elles vous apportent plus de sérénité, elles peuvent vous apporter aussi une certaine forme d'abondance. Donc j'ai mis, à ce moment-là, j'ai mis un mantra que j'avais trouvé donc comme ça, par hasard, en étant dans une librairie, puis il y avait des disques, hein, donc en même temps, et j'ai découvert ça, et en rentrant chez moi, je les ai mis, je dirais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je me rappelle, c'était Om Shrim Namah Knimei Nahama, et je répétais ça, et je me disais, mon Dieu, que l'univers m'aide à me sortir de là où je suis. Et bien, écoutez, au bout de 2 mois, en priant de cette manière-là, en embrassant ces énergies, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Tout s'est éclairci. C'est la mantra thérapie, ça, non? Ce que vous évoquez là. Celui-là, non, c'était le mantra de l'abondance. Oui, d'accord. Om Shrim Namah Knimei Nahama. Donc, et en plus, c'était chanté par Deva Premal, qui est très connu dans notre cercle de professionnels. Et ma vie s'est complètement éclairée à partir de ce moment-là, et j'ai commencé à chercher et à me passionner pour les mantras. Et lorsque j'ai des consultants qui sont dans l'angoisse quelquefois, eh bien je les invite à réciter différents types de mantras, et il y a des résultats exceptionnels. Non, ça nous amène un peu aussi, parce que tout est lié à la médecine aussi traditionnelle, chinoise ou autre, non? Pour moi, tout est lié. Oui. Alors, je suis peut-être une voyante un peu particulière, puisque je recherche, c'est-à-dire, moi, j'aborde la voyance de manière scientifique, en fait. Hein. Je ne dis pas que j'ai des anges sur les épaules qui me parlent toute la journée, hein. Je suis pas du tout là-dedans. Pourtant, votre nom, Saint-Ange. Oui. Donc, j'ai trouvé que ça sonnait bien. Ouais, un peu d'humour. C'est un nom d'emprunt, bien sûr, un nom d'emprunt, mais qui est un nom qui est une marque commerciale, pardonnez-moi. Oui, bien sûr, voilà. On l'aura compris. Donc, revenons-en à cette médecine traditionnelle, donc chinoise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Qui est lié, si vous voulez, avec ce que vous venez d'évoquer, quoi.
Oui, c'est-à-dire, je dirais que c'est un tout. Pour moi, la médecine chinoise devrait être un complément de notre médecine traditionnelle. Et vous avez d'ailleurs le Dalai Lama, pour ne citer que lui, qui a mis en place des conférences, des réunions entre les scientifiques et les médecins occidentaux et orientaux afin que il y ait des protocoles de fait pour amener les gens à la guérison. Je pense que notre médecine soigne les symptômes, et alors que la médecine chinoise va dans les énergies. Et j'ai l'impression, j'en suis même convaincue, que les deux liés donnent des résultats extraordinaires. Et on le voit surtout pour les gens qui suivent des psychothérapies. D'accord. Parce que on peut verbaliser, on peut, si vous voulez, trouver le pourquoi de ces névroses. On a tous des névroses, mais il y a des gens qui sont particulièrement marqués par l'enfance. Mais une fois que l'on a trouvé, une fois que l'on a verbalisé, il est très long de détordre, entre guillemets, son corps. Et avec les pratiques orientales qui se servent des énergies, on arrive véritablement à détordre le corps, à détordre la mémoire du corps. Et les deux ont des résultats extraordinaires. Par exemple, les gens qui travaillent ou qui nous écoutent à l'heure actuelle peuvent très bien, selon des attitudes, se détendre. C'est ça ce que vous voulez dire? Absolument, ouais. Voilà. Et il y a des personnes... Mais à travers le mental ou alors à travers des situations physiques? Vous avez de tout. Vous avez le yoga, vous avez de multiples techniques pour arriver à devenir beaucoup plus en harmonie avec soi-même. D'accord, oui. Il y a une technique aussi qu'on pourrait évoquer, c'est le magnétisme, qui est une technique reconnue scientifiquement. Vous possédez du magnétisme ou pas? Alors on m'a dit que j'avais donc du magnétisme, mais je ne pratique pas. Je ne pratique pas. J'étais tentée de le faire et puis d'aller suivre des cours de formation, parce qu'il y a des cours sur le magnétisme, comment pratiquer. Mais je ne le fais pas et je ne l'ai pas encore fait, mais ça me tente un petit peu. Oui. Alors évoquons un autre point que vous avez que j'ai dit tout à l'heure, c'est le coaching de vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? C'est quoi le coaching de vie? C'est un projet que j'ai qui n'est pas encore tout à fait maturé. Si vous le permettez, on en parlera une autre fois parce que c'est un projet qui n'est pas encore... Mais deux mots, ça consiste en quoi le coaching de vie? Le coaching de vie... Sans dévoiler ce que vous voulez faire. Hein. D'accord. Le coaching de vie, c'est accompagner donc les personnes pour les amener, si vous voulez, à ce qu'elles donnent, ce qu'elles souhaitent avoir. Enfin, comment vous expliquer? Pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Oui. Qu'elles atteignent leurs objectifs. C'est ça, c'est un accompagnement, c'est surtout pas influencer, c'est surtout pas être un gourou, c'est que la personne, par elle-même, se découvre et exploite son potentiel, parce que le potentiel humain est infini. Oui, parce qu'il faut dire, donc, pour les gens qui vous écoutent à l'heure actuelle, on voit que vous avez énormément de connaissances, dont vous avez un diplôme de doctorat, c'est ça, hein? Oui. Donc vous avez fait des études supérieures. Vous parlez de mon autre vie. Oui, de votre vie à laquelle, donc, puisque vous dites que vous êtes orientée depuis une dizaine d'années, donc sans dire votre âge, mais vous avez passé une vie active, je suppose, et donc vous avez fait des études, ça s'entend, ça. Oui, j'ai fait alors certains auditeurs vont peut-être sursauter ou rire. J'étais juriste. Alors juriste et ensuite voyante, c'est un parcours assez atypique. Ouais. Mais j'ai découvert que d'autres voyants avaient été aussi juristes. Donc pour ne pas la citer, Maud Christen qui est une voyante célèbre, donc qui est très médiatisée, a fait des études de droit. Oui, j'ai fait des études de droit. Mais c'est bien ça, vous avez un doctorat, non? J'ai un doctorat en droit, oui. Et je suis j'étais spécialisée donc en droit du travail, et j'ai fait
fait toute ma carrière, donc d'abord en cabinet, j'étais conseil juridique en titre. Conseil juridique en titre, c'est avoir son doctorat, ensuite c'est 3 ans de stage, c'est l'équivalent d'un avocat. Et ensuite après, donc je n'ai pas voulu rejoindre la profession d'avocat, je suis partie en entreprise, voilà, où j'ai eu des responsabilités. Entendu. Alors, donc la voyance, c'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc ça fait l'objet de critiques, de mépris, et on traite souvent les gens de charlatans, et on va sur la misère un peu humaine. Qu'en pensez-vous de ces critiques? Est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Parce que quand on n'a qu'à ouvrir les pages des journaux, et là il y en a partout des voyants. Hein. Oui, alors je dirais qu'on aborde un sujet qui est extrêmement épineux. C'est la voyance, à gogo, la voyance gratuite. Et puis il y a eu beaucoup d'abus concernant ce quand vous dites gratuite, vous pouvez préciser? Qu'il n'y ait pas une confusion. La voyance gratuite, ce sont des sociétés qui se sont installées et qui font de la voyance gratuite par Audiotel, par exemple. Alors, Audiotel, c'est-à-dire c'est des plateformes, c'est ça? Oui, alors il y a plateforme et plateforme. D'accord. Donc Audiotel, c'est vous téléphonez et vous avez des voyants qui répondent et vous ne payez pas la consultation, simplement c'est par votre facture téléphonique. Mais un peu comme à l'époque le téléphone rose, quoi. Un petit peu. Où les gens se retrouvaient des factures énormes à payer. C'est tout à fait ça. Et il faut dire aussi que, et ce n'est pas un mystère, que les mêmes sociétés tenaient les uns et les autres. Bon, mais je ne veux pas décrier ce genre de choses parce que sur ce genre de plateforme, il y a des voyants qui peuvent être exceptionnels et qui ont commencé comme cela. Donc, c'est facile de dire il y a des charlatans partout. En revanche, il y a des pratiques contre lesquelles je lutte et c'est bien que vous me permettiez d'en parler ici. Et ce sont de véritables charlatans et des gens qui font croire, par exemple, et j'en ai dans mon cabinet qui viennent complètement affolés ou qui me téléphonent complètement affolés, qui font croire aux gens que, par exemple, si tout va mal dans leur vie, eh bien, c'est pas parce que ils ont un regard particulier ou parce que ils doivent faire un travail sur eux-mêmes et qu'ils en auraient besoin pour améliorer leur vie, mais c'est parce qu'ils sont envoûtés. Et là, quand on aborde ce genre de choses, eh bien les gens sont complètement affolés et sont prêts à dépenser des sommes folles pour se faire nettoyer ou pour se faire désenvoûter. Et là, on arrive véritablement à du charlatanisme. Et c'est pour ça que, en faisant partie de l'INAD, c'est-à-dire l'Institut national des arts divinatoires, on signe une charte dans laquelle on s'engage à ne jamais faire ce genre de choses. Mais vous avez tout un marché sur le désenvoûtement et c'est pratiquement scandaleux parce que au lieu de regarder, de faire un travail sur soi-même, eh bien les gens rejettent la responsabilité sur l'envoûtement de la voisine, de la femme de l'amant, etc., etc. Vous voyez. Et certains s'engouffrent et font payer des sommes folles. J'ai eu des consultantes qui ont déboursé 2 000, 3 000, 4 000 euros pour se faire désenvoûter. C'est scandaleux. Et vous avez beaucoup de personnes, sans trahir des secrets, au téléphone qui vous parlent qui sont envoûtées ou pas? Oui, absolument. J'en ai et qui me disent tout va mal dans ma vie. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que je serais pas envoûtée? C'est tout noir, etc. Et moi, je leur dis que d'abord que je n'y crois pas. Par contre, je crois au pouvoir de la pensée de la psyché sur la matière. Et rien que de penser qu'on est envoûté, si vous voulez, on développe un processus psychologique tout à fait négatif qui fait que, je dirais, les choses peuvent vous arriver parce que je crois énormément qu'on est maître de son devenir. Donc rien que de penser négativement, on peut attirer certaines choses. C'est pas bingo, c'est pas 100%, mais on peut. Donc vous êtes en train de dire aussi que par exemple par rapport à certaines maladies, dont c'est l'être humain qui se génère lui-même la maladie. C'est possible, oui, oui.
j'en suis intimement convaincue. Oui, un rhume, donc on peut se provoquer un rhume par soi-même. Non, pas quand même. Je rigole. Alors, vous avez cité quand même le fait que y a des consultations, vous avez dit 2000, 3000 euros, 300 euros. Vous prenez combien, si c'est pas indiscret, pour une consultation par téléphone? Est-ce que c'est différent au téléphone ou au cabinet? Alors, je dirais que non, ce n'est absolument pas différent. Enfin, donc le temps passé est différent, donc le prix de la consultation est différent. Vous avez différents types de... Alors les prix sont très variables, donc des voyants, d'un voyant à un autre. Pour ma part, vous avez la petite consultation, mais je ne compte pas mon temps, donc je regarde pas ma montre. Et en général, c'est celle que les gens prennent. C'est une consultation à 50 € où on me questionne sur un domaine particulier. Je passe une demi-heure, 3/4 d'heure avec la personne. Et puis, vous avez la grosse consultation, que j'appelle la grande consultation, où on aborde tous les domaines de la vie, que ce soit le professionnel ou le sentimental ou le familial. C'est une consultation abordable qui est à 100 €. Mais vous avez à Paris des voyants... 100 €, mais pourquoi vous y passez combien d'heures là? Une heure. Une heure, 100 € l'heure? Oui, plus d'une heure. Alors, la consultation au cabinet, c'est une consultation importante. En général, c'est 100 €. Je couple ça avec une étude gratuite en numérologie. Donc, la personne repart... Enfin, quelques jours après, je lui envoie son étude en numérologie qui est gratuite pour la personne. Vous avez des voyants en cabinet à Paris qui peuvent aller jusqu'à 250, 300 €. D'accord. Et c'était une certaine catégorie de gens, c'est des gens aisés quand même qui viennent vous voir ou pas? Non. Parce que tout à l'heure, vous avez un peu parlé de la misère humaine, donc on pourrait croire qu'il y a des gens avec très très peu d'argent qui viennent quand même consulter. Bien sûr, vous avez tous les milieux qui viennent. Et vous êtes sensible quand vous sentez que c'est une personne qui est un peu démunie, qui a besoin de secours, vous baissez le prix ou pas ou c'est... Oui. Oui. Oui, absolument. J'ai des personnes qui... Donc vous êtes une voyante sociale? Je ne sais pas si on peut dire, si on peut dire cela, une voyante, elle est humaine. Oui, humaine, oui. D'accord, donc vous modulez vos tarifs. Il y a des personnes qui viennent consulter parce qu'elles sont dans le désarroi total, parce qu'elles ne trouvent pas de travail. Donc, on en a de plus en plus. Avant, c'était les problèmes sentimentaux qui motivaient les consultations. Donc maintenant, on a beaucoup de personnes qui me téléphonent pour avoir des consultations sérieuses au niveau professionnel. Oui, c'était le thème que je voulais aborder. Quels sont en gros les grands thèmes, si vous voulez, qui justement font consulter les gens? Donc vous dites le chômage, le travail. Alors je dirais que à 80%, vous avez tout ce qui est sentimental. Oui. Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que mon mari me trompe? Ça, ce sont les consultations par téléphone. Oui. Bon. Mais ça, vous abondez dans ce sens ou vous dites non, moi ça m'intéresse pas, ce genre où vous y allez carrément? Non, je pense que toute question mérite réponse et la vie n'étant pas saucissonnée en quelque sorte, la question qui m'est posée fait partie d'un ensemble. On me pose la question, est-ce que mon ex va revenir? Bon, j'aborde après le passé, le présent et puis après l'avenir. Bon, ça fait partie d'un ensemble. Mais vous avez 80% des consultations qui sont relatives à la vie sentimentale. Et vous avez sur ces 80%, allez, je dirais, plus de 70% de femmes qui consultent. Et maintenant, nous avons un peu plus d'hommes qui consultent, de plus en plus d'ailleurs. Et vous avez plus de consultations, surtout avec la crise économique, sur le travail, sur le chômage, sur est-ce que je vais perdre mon emploi, est-ce qu'il va y avoir une restructuration, voyez. Et puis il y a tout un autre monde. Alors celui-là qui est tout à fait particulier, c'est celui de l'entreprise. Et on n'en parle pas, mais j'ai des chefs d'entreprise qui viennent me voir. Est-ce que, par exemple, cette acquisition va être bonne? Est-ce que mon projet va être viable? Comment vous me voyez dans l'avenir? Est-ce que je vais dégager une bonne marge? Est-ce que je dois embaucher cette personne? Et là, ça pose des problèmes éthiques. Oui, là, ça demande aussi quand même. C'est pour ça tout à l'heure j'ai souligné vos capacités que vous avez au niveau que vous avez acquises
avec des diplômes et des études, dont le fait d'avoir quand même une certaine connaissance de beaucoup de choses pour pouvoir répondre aussi. Je dirais que quand je fais ma voyance, j'essaye de mettre tous mes acquis en dehors, parce que la voyance, c'est quelque chose qui est tout à fait particulière. Ce sont des choses qui me viennent dans la tête. Et en fait, je dirais, plus j'enlève l'intellectualisation, parce que plus on intellectualise, on voit. Donc j'essaye de mettre de côté tous mes acquis, je dirais, culturels. Oui. Il y a un point aussi que je veux évoquer, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le paranormal. Pour vous, est-ce qu'il y a des situations qui se créent Alors le paranormal, c'est tout ce qui est en dehors de la norme. Le paranormal, alors la voyance, la médiumnité fait partie du paranormal. Vous avez tout ce qui est les expériences proches de la mort, ça fait partie du paranormal. Les cercles magiques, etc. Les cercles magiques, je ne connais pas les cercles. Oui, donc... Vous m'apprenez certaines choses. Oui, absolument. Vous avez, alors j'en parlais parce que les expériences, les NDE, donc les expériences hors normes ou proches de la mort, ça fait partie du paranormal. L'action de la psyché sur la matière aussi fait partie du paranormal. Ce sont toutes les facultés dites psychiques. Et ces phénomènes, qu'on appelle des phénomènes hors normes, font l'objet, donc, comme je disais, d'études dans des universités étrangères. Et malheureusement, en France, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul institut, qui est l'Institut métapsychique. D'accord. Et là, cet institut fonctionne comment ? Comment vous y rentrez ? Alors, cet institut, c'est une fondation qui a été créée, je crois, en 1919 et qui est présidée par un scientifique. Pour y rentrer, pour en faire partie, il faut être scientifique. Des personnes comme moi ne peuvent être que bienfaitrices, contributrices, et puis faire l'objet aussi d'expériences. Sinon, donc, vous ne pouvez pas y rentrer. Vous voyez, donc moi, je ne suis que contributrice, c'est-à-dire en fait, je peux aider financièrement. En adhérant, et en même temps je peux être un objet d'expérience. Il y a un autre point que je voulais aborder. On a évoqué, si vous voulez, les populations, et en aparté, vous m'avez dit que vous aviez vécu à côté des réserves indiennes. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris Une simplicité, un rapport avec la nature, un respect du vivant, et puis quelque chose, on se sent bien. Ils vous ont initié au chamanisme ou pas ? Oui. Oui, c'est très particulier. Oui, d'accord. Oui. C'est très 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 particulier, et c'est, je dirais, par rapport à notre culture, c'est une expérience forte. Très forte, parce qu'il faut savoir qu'on prend des drogues. C'est-à-dire on fume, c'est-à-dire il y a des drogues qui sont données, donc déjà il faut les supporter, et puis ces drogues vous permettent de rentrer en transe, et puis oui, donc ce n'est pas naturel. Non, ce n'est pas naturel. Quand on voit des gens, par exemple, dans des reportages ou des films qui rentrent en transe comme ça, donc c'est qu'ils ont pris des substances hallucinogènes. Certains prennent des substances et d'autres n'en prennent pas. Donc l'état de transe est un état très très particulier. Moi, je sais que l'état de transe, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est pas ma culture. Oui, d'accord. Oui. Mais c'est quand même étonnant que je dirais que quelqu'un qui est en état de transe, est capable de vous dévoiler votre avenir et votre passé, vous décrire des personnes qui vous sont chères, vous mettre en garde contre certaines choses qui arrivent 2-3 mois après. Ça m'est arrivé. Et vous avez rencontré des peuples, si vous voulez, qui vous ont un peu inspiré dans tout ça ou pas ? Bon, vous avez parlé des Indiens, mais est-ce que en Afrique, est-ce que vous avez été en Afrique ? Non. Aussi Non. D'accord. Il me faudrait plusieurs vies. Oui. Mais dans ce monde-là, les vies ne comptent plus. Non ? Non. Bon. Elle s'arrête un jour quand même. Elle s'arrête, mais pour moi, il y a une transformation. D'accord. Et par rapport aux religieux, est-ce que vous avez des contacts avec les différentes religions, quoi ? Est-ce qu'elle rentre en ligne de compte ? Est-ce que vous avez des gens, par exemple, des catholiques, protestants, musulmans, qui viennent vous voir
Je dirais que oui, mais ça ne rentre pas en compte, c'est-à-dire les gens, qu'ils soient croyants ou non croyants, consultent. D'accord. Donc je ne rentre pas dans ces considérations, si vous voulez. Ok. Donc il y en a de toute confession et des personnes athées également. D'accord. Nous arrivons au terme, puisque ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Est-ce que vous avez des points que vous voudriez évoquer, qu'on a oublié de parler? La voyance, c'est un sujet bien vaste, donc je pense que je parlerai des heures encore. Oui, d'accord. Bon, ben on se retrouvera peut-être dans quelques temps sur les ondes de Radio Association. Je vous remercie d'être venu nous expliquer un peu votre profession de voyante. J'espère que ça va éclairer les différents auditeurs, auditrices de Radio Asso qui vous ont écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et bonne continuation sur les 100.7 de Radio Association. Radio Asso, la radio qu'il vous faut. Voilà, vous étiez en compagnie de Serge Carivin pour l'émission Libre Expression. Je vous laisse en compagnie du programme musical de notre radio. Just when you get some time to slack, that's when you gotta watch your back.